Yes. Bon, ça va? Ça va. Ouais. Laurent, je vais te présenter mon pote Maï Bin Bin. Salut. Enchanté. J'ai connu à Marrakech. Vraiment, c'est un personnage. Très beau plateau aujourd'hui. Ah ouais, c'est sympa, monsieur ravi. Ah non, je déconne. C'est le warm-up. Pour le warm-up, j'ai demandé à mon ami Toussaint de chanter. Oh non. C'est une blague. C'est une blague. Ah ouais. Parce que je sais que tu aimes chanter, je sais que tu regrettes un petit peu cette carrière de journaliste que tu fais en ce moment. Donc je te donne ta chance. Mais vraiment, j'y aille. Essaye, on verra. Pourquoi j'ai pas choisi le jardinage comme passion? oui, c'est sûr. Tu me demanderais pas de jardiner. Non. Mais Allez, comme vas-y, tu as choisi la... Comme tu as choisi la politique, on va te faire chanter. Attention. Bon. Ouais, c'est parti pour Tina Turner, là. Hein. Left a good job down in the city, working for a man every night and day. And I never lost one man in a sleep. And I was worrying by the way that things might have been. Big wheel, keep on burning. Brown Mary, keep on turning. And we're rolling, 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 rolling on the river. And we're rolling, 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 rolling on the river. No, no. Good job in the city, working for a man every night and day. And I never lost one man in a sing. And I was worried about the wind, but sing might not pay. Big wheel keep on burning, round and keep on turning. And we rolling, rolling, rolling on the river. And we rolling, rolling, rolling on the river. Bravo. Ah ouais. Tu vois, Bruce, tu aurais dû tout de suite choisir cette carrière. Ça servait à rien Non, c'est vrai. de passer par le journalisme. Non. Est-ce qu'on fait maintenant le striptease avec Arlette Chabot? Non. Maintenant, Christian Estrosi va nous chanter une reprise des Beatles. Oui, bravo. Non, un mec qui va être ministre dans 15 jours. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ministre de quoi? Mais il faut bien des casseroles. Ministre de ce qu'il veut, justement. C'est ça, C'est avec un beau Christian. poste, hein. Il choisit, il fera ce qu'il voudra, Christian. Là, open bar chez Macron. Open. Il a dit. Il l'a dit. Voilà, c'était le warm-up. On se retrouve après la pub pour SLT, première partie. Salut les terriennes, salut les terriens, bienvenue dans notre talk du samedi soir. Bonsoir, très heureux de vous retrouver sur C8, vous le savez, désormais pour Ardisson et Bafi tapé. Premier terrien invité ce soir, ce n'est pas Brice de Nice, c'est Chris de Nice, Christian Estrosi. Première terrienne invitée ce soir, notre TTU de la semaine, la seule capable de répondre dans ton cul, Cécile de Minibus. Autre terrien invité ce soir,
Il est au cœur du mercato télé en ce moment. Ira-t-il aux eaux de Vincennes ou au parc de Thoiry? C'est notre nounours préféré, Bruce Toussaint. Mon petit ourson, tu roulais, tu glisses sur la blanche neige. Et Maï Bin. Artiste reconnu dans le monde entier, écrivain, peintre, sculpteur, vous créez, Maï Bin, des centres culturels dans des bidonvilles au Maroc pour lutter contre Daesh. Chapeau, enfin, certaines. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens, le groupe Les Grands Sportifs et le hashtag CSLT. Et maintenant, voici mon CDD, il est toujours CDD, Tom Villa. Ça va Thierry, tout le monde va bien? Tout va bien. Bon, très très beau plateau. Non. Si, non, mais il y a un beau plateau entre Christian Estrosi. Que des baltringues Non. enchaînés. Non, entre Christian Estrosi, qui est un ex-champion de moto, c'est le minibus qui a fait du pilotage automobile. Voilà. Ce soir, c'est pas SLT, c'est Automoto. Voilà. En P4, il y a Dominique Chapat. Comment ça se passe? C'est pas de... Non. Il n'y a pas de P4, il y a le match de foot, Ah oui. il y a la finale de la Champions League. Bon, ce soir, on reçoit aussi Maï Bin, comme vous l'avez dit, qui est un artiste peintre et qui, a priori, est aussi vendeur chez Darty. Et... et... Pas les affaires. Le contrat de confiance. Non, voilà, comme vous l'avez expliqué, Thierry, vous êtes parti en vacances au Maroc et c'est là que vous avez rencontré Maï. J'ai flashé sur Maï Bin, oui. Non, mais on a eu de la chance qu'il ait du talent. J'ai regardé un peu sur Internet. Parce que la semaine prochaine, on reçoit un peintre qui fait des caricatures à Montmartre, parce que Thierry y a été le week-end dernier. Et dans 3 semaines, c'est un mec qui vend des porte-clés à la Tour Eiffel. Voilà, c'est... Je te plains pas. On a échappé au couple échangiste, je te plains pas. Oui, c'est vrai. Bon, notre première invitée, elle a été pendant des années aux côtés de Coé. oui. Non, c'est pas la cellulite, c'est Cécile le Ménibus. T'as compris? C'est vrai. Cécile le Ménibus qui a été tour à tour pilote automobile, photographe, standardiste, attachée de presse, figurante dans des films, présentatrice météo, de l'infotrafic aussi, animatrice télé, radio, comédienne. Vous avez jamais pensé à faire conseiller d'orientation plutôt? C'est fou. Et grande fan de voitures, Cécile, vous avez dit en interview être toujours un garçon manqué. Voilà. Un garçon pas si manqué que ça. Oui, ça va. Au Brésil, on dirait même que c'est très réussi. Franchement, c'est... Ah ouais. Cécile le Ménibus qui revient au théâtre avec la pièce Molière si tu nous regardes. Voilà, c'est Michel Drucker qui a trouvé le titre de la pièce. Quand vous lui avez dit que vous vouliez faire du théâtre, il a levé les yeux au ciel et il a dit Molière si tu nous regardes. Voilà, hein. Si vous l'aviez dit à Thierry, il aurait dit la drogue c'est vraiment de la merde. Donc voilà, c'est pas... Non mais... À quoi ça tient? Ça parle d'une animatrice télé sur le déclin qui veut revenir sur le devant de la scène. On espère que ça va pas donner des idées à l'âme parce que... Ah, si elle fait une comédie musicale, on est dans la merde. C'est vraiment... Notre deuxième invité, son nom de famille, c'est la fête de tous les saints, sauf de Saint-Maclou. C'est Bruce Toussaint, s'il vous plaît. Bruce, qu'on surnomme la force tranquille du PAF. Hein, en même temps, quand on voit sa carrure, effectivement, on reste tranquille. Je dis rien, moi. Ah oui, ça c'est 1m93 à côté, Pujadas, c'est passe-partout. Hein, ah ouais, non, Bruce, vous avez été pendant 17 ans au sein du groupe Canal+. Vous avez démarré en 94, à la belle époque de Canal, celle de l'impertinence, de l'argent, des fêtes, des Miss Météo, de l'érotisme avec l'instant pin-up. Bref, Ibiza avec une fiche de paye. Et non, c'est vrai. Vous avez connu le fameux esprit Canal, enfin on ne sait jamais si ça existait. Il en a pris de la coke, lui. Non, bref, en tout cas, voilà. Et là, cette année, vous êtes sur France 5, le vendredi et le samedi dans C'est dans l'air, le dimanche dans C'est polémique, et le reste de la semaine à la maison avec votre femme, c'est la merde, parce qu'on part jamais en week-end. C'est compliqué. Et notre dernier invité, c'est le maire de Nice, c'est monsieur Christian Estrosi.
Là, c'est pareil. Comme je suis niçois, Oui. j'invite le maire de Nice. Ah bah ça, c'est comme sûr My que Bean Beans. sur le plateau, il y a l'immunité du Sud, parce que Ardisson, c'est ça, vous êtes de Nice et tout. Bah oui. D'ailleurs, Thierry nous l'a pas dit, nous l'a caché, ça. Il a ouvert une école de kickboxing à Nice, Ardissonnet Nice Full Contact. Voilà. Thierry, vous êtes à gauche, c'est ça, avec le bonnet bleu, hein, c'est Ouais, ça c'est le... Non, mais je suis très embêté, Christian, parce que je commence à bien vous aimer. Voilà, je vous ai vu vous faire insulter par certains républicains, et je me suis dit, bah, il doit être sympa, ce mec-là, alors. Non, mais c'est vrai, vous avez commencé à vous ouvrir, voilà, vous avez apporté votre soutien à Emmanuel Macron. Exactement. Voilà. Non, moi, j'étais très énervé contre vous, je me suis dit, je peux pas le détester en paix, quand même, ce mec-là, merde. C'est là où tu sens que la France va pas bien, c'est quand Estrosi passe pour un mec de droite modéré, tu dis, là, ça pue du cul. Hein. Bien joué. Non, mais il n'y a pas grand-chose dans l'actu. Bon, une petite mise en examen qui est tombée, mais c'est de la paperasse, c'est vrai. Oh non, en plus, ça vient du FN, donc là, c'est presque un compliment. Hein, vous connaissez la phrase de Séguéla, si en politique, t'as pas eu une mise en examen, c'est que t'as raté ta carrière. Je sais pas si c'est Séguéla, peut-être Balkany, je sais plus. Bref, c'est pas... Non, Christian qui est un peu people, parce qu'on vous a vu la semaine dernière au Festival de Cannes. Ça, c'est vrai que c'est bien quand t'es maire de Nice. Il y a des événements sympas, quoi. Le Festival de Cannes, il y a eu le Grand Prix de Monaco. Regardez Édouard Philippe, qui est le Premier ministre, qui était l'ancien maire du Havre. À part le Festival du Galet ou la fête du Mazout, c'est pas terrible. Ouais, c'est vrai. Non, mais et on vous a vu donc à Cannes, au bras de votre compagne, qui attend un heureux événement, voilà. De mon épouse. Il y a 8 mois qu'ils sont mariés. Non, mais c'est génial. Toutes mes félicitations sincères, parce que voilà, à 62 ans, voilà, un jeune papa. Fallait pas plus tard, parce qu'à 75, t'as toujours un doute pour savoir qui a pissé sur le canapé, donc après, ça devient compliqué. Ça, c'est... Et il y a des fois, et je terminerai là-dessus, je vous jure, on s'emmerde à chercher des vannes, et parfois, ça tombe tout seul. À Nice, votre coiffeur s'appelle Éric Zemmour. Putain, ouais. Ça, c'est un homonyme, c'est pas le vrai, voilà. Et votre opticien, c'est Alain Finkielkraut? Ou non, c'est... Il est fou, Finkielkraut, il est fou. Bon, allez, Thierry, bonne émission. Merci, voilà. C'était Tom Villa, mon souvenir. On retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur CI.fr. Il y a 2 semaines, nous recevions Karim Brère, gosse des quartiers, devenu surfeur pro, afin d'illustrer le toe-in, ou comment les surfeurs se font tracter par un jet ski pour aller chevaucher les plus grosses vagues de la planète. Nous avons diffusé des images en omettant de préciser qu'on y voyait la championne Justine Dupont surfant sur la mythique vague de Nazaré. Justine, gloire te soit rendue. Et on passe maintenant à notre T'es qui toi de la semaine. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Maï Bin Bin, bonsoir. Bonsoir. Écrivain, peintre, sculpteur, vous êtes le premier et le seul Marocain à avoir intégré la collection permanente du musée Guggenheim à New York. Mais le succès ne vous a jamais fait oublier vos racines, votre enfance, dans la médina de Marrakech. Et aujourd'hui, pour lutter contre Daesh dans les bidonvilles, vous y créez des centres culturels pour éveiller les jeunes à la musique, à la peinture, au cinéma. Bref, contre les barbares, l'art plutôt que les armes. On the Marrakech Express. You know we're riding on the Marrakech Express. They're taking me to Marrakech. All on board the train. Crosby, Still, Nash & Young, c'est pas un blind test, mais je le dis quand même. Vous êtes né, Maï Bin Bin, le 13 février 1959 à Marrakech, au fin fond de la Médina, 6e enfant de la famille, mère secrétaire, père instituteur. Et votre père, Mohamed Ben Mohamed, a une mémoire prodigieuse. Et dans sa jeunesse, il rencontre un poète maudit qui s'appelle Ben Brahim, qui est alcoolique et homosexuel. Et quand il est sous, ce Ben Brahim déclame des poèmes magnifiques. Et toute la nuit, mais le lendemain, il s'en souvenait plus. Et donc mon père les lui vendait tous les jours. Alors, bien des années plus tard, votre père sert de guide à la chanteuse Kalsoum en visite à Marrakech.
Et évidemment, il abreuve la diva de poèmes de Ben Brahim. Et quand elle rencontre le roi Hassan II, Kalsoum lui dit, écoutez, on m'a dit des poèmes d'un Ben Brahim qui sont absolument extraordinaires, et c'est là que le roi du Maroc convoque votre père au palais pour savoir de quoi il retourne, en fait. Exact. Votre père va rester 35 ans auprès du roi Hassan II, comme bouffon, comme chambellan, comme griot, enfin, c'est lui qui distrait sa majesté, quoi. Le soir, il lui raconte des histoires avant qu'il s'endorme. Tous les soirs, il devait lui raconter des histoires, et il s'endormait très tard, jusqu'à 3h du matin, à 4h du matin. Et donc, il ne savait pas, jamais quand le roi dormait. Des fois, il ne ronflait pas. Donc, de temps en temps, il parlait d'une histoire qui s'est passée au 8e siècle, et il met un ascenseur dedans, ou un avion, pour voir si... si le roi réagit, ça veut dire qu'il ne dormait pas, et... Voilà, tout va bien, mais là, le 10 juillet 1971, alors que le roi fête son 42e anniversaire au palais de Skhirat, coup d'État, 1400 soldats. Alors c'est vraiment le coup d'État inratable, ils l'ont raté. Un jour, il a dit, j'ai la baraka. Peut-être qu'il l'avait. Oui, ça c'est sûr. Parce que là, c'était vraiment inratable. Il y avait des militaires qui ont cerné le palais, et donc canardé tout le monde. Ils ont fait des centaines de morts. Hein. Ouais. Et mon père était caché avec le roi dans une cave, tandis que mon frère était avec sa arme à la main. On apprend bientôt que parmi les putschistes, il y a votre frère. Et là, votre père choisit le roi et renie votre frère. Choisis le roi, c'est pas la même région. Votre père renie votre frère. Oui, mon père, pour garder son job, déchire la feuille de carnet de famille et il déclare publiquement que ce fils-là n'est plus le sien. Voilà. Alors, les mutins sont condamnés à 10 ans de prison, mais Hassan II trouve que c'est pas suffisant et il envoie les mutins au bagne secret de Taz Mamar. On a mis des 70 personnes dans le noir sous terre et on les a oubliés dans ce mouroir. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que pendant des années, à chaque repas, votre mère va garder une part de tagine pour votre frère absent. Et elle est vraiment la seule à croire qu'un jour, il va revenir, en fait. C'est incroyable, l'instinct des mères. Elle était convaincue qu'il était vivant parce qu'on ne savait rien. Et donc, tous les jours, quand on était à table, elle lui mettait sa part de côté. Et les jours où elle avait la nostalgie, elle lui niquait la moitié du tagine. Ah oui. Plus c'était triste, moins tu mangeais. Oui. Sauf qu'un jour de 1991, on frappe à la porte de la maison et c'est votre frère qui revient. Il vient de vivre sous terre pendant 18 ans avec 5 litres d'eau croupie par jour et un peu de pain, c'est tout. Hein. Mmh. Et il a survécu parce qu'il ne buvait pas beaucoup d'eau. Ah ouais. Il faisait très très attention, l'eau était sale. Alors quand il revient, ses yeux sont 2 trous, il est cassé en deux, évidemment, il vient de passer 18 ans en position accroupie. Et là, incroyable, votre frère Aziz demande à voir votre père, ce père qui l'a renié. Moi je lui dis, il est cinglé parce que je lui dis, c'est plus ton père, il t'a renié, donc tu abandonnes cette affaire. Et même moi, je ne l'ai plus revu, mon père, pendant de très très nombreuses années, à cause de mon frère. Ouais. Et donc, il insiste, il me dit, si tu ne m'emmènes pas en voiture, je vais prendre l'autocar, je veux aller voir mon père. Ouais. Et donc, je l'ai emmené vraiment voir son père. Et là, ils tombent dans les bras l'un de l'autre en pleurant. Et ensuite, votre frère vous explique. Il vous dit que sur les 29 détenus de son bâtiment, dans ce bagne au fin fond de l'Atlas, seulement 4 ont survécu. Et les 4 qui ont survécu, c'est ceux qui n'avaient pas de haine, car, vous dit-il, la haine te détruit de l'intérieur. C'est extraordinaire comme leçon, ça. C'est devenu un sage. Et du coup, quand je l'ai vu en train de pleurer avec mon père, j'ai fait la paix avec mon père. Oui, puis peut-être que votre père aussi, s'il n'avait pas renié son fils, toute la famille serait partie en prison. Peut-être, c'est arrivé. C'est arrivé au Maroc, absolument. Et alors là, donc, Maï Bin, vous abandonnez votre carrière d'enseignant, vous étiez prof de maths, pour vous consacrer pleinement à la création artistique. Et coup de bol quand même, hein, vous êtes né sous une bonne étoile. Hein. Vous avez un frère, Khalil, qui a fait fortune à New York comme trader.
il devient votre premier mécène, il vous présente un petit peu au monde de l'art new-yorkais, et rapidement, vous entrez donc dans la collection permanente du musée Guggenheim à New York. Ça, c'est extraordinaire, ça aussi. Ça c'est une aventure folle, parce que c'était... À l'époque même, en 97, j'étais pas prêt pour être dans un musée comme le Guggenheim. Et bon, c'est arrivé. Et là, donc, le 16 mai 2003, ce sont les attentats de Casablanca. Les 14 jeunes de 20 ans qui ont fait 45 morts sortent du bidonville de Sidi Moumen, dans la banlieue de Casablanca. Et vous vous dites, ce ne sont pas des monstres, mais des victimes. Le monstre, c'est l'État qui laisse des milliers de gens vivre avec comme seul horizon une décharge, et la mafia religieuse, évidemment, qui prospère sur ce fumier. Vous prenez conscience de ça à ce moment-là? J'ai écrit un livre qui s'appelle Les Étoiles de Sidi Moumen pour parler de la vie de ces gamins. Chez Flammarion. Et je me suis rendu à Sidi Moumen et j'ai rencontré ces enfants. Et je les voyais pas comme des monstres. Je me dis, mais ces enfants, il faut les protéger. Parce que leur vie, leur pays, c'est ce bidonville. Et Sidi Moumen, à l'époque, c'était 300 000 personnes qui vivaient dans un seul bidonville. Avec des murs comme ça, quand on passait sur la route, on ne les voyait pas. On ne le voyait pas. Mais maintenant, il y a un programme qui est ville sans bidonville. Donc, ils sont en train d'essayer de faire les bêtises, d'ailleurs, des Français, à remplacer les bidonvilles avec des barres d'immeubles où il y a toujours des... où ça va créer des problèmes demain. Alors ce livre, donc, Les Étoiles de Sidi Moumen, sera adapté au cinéma en 2012 par Nabil Ayouch. Le film s'appelle Les Chevaux de Dieu. Et vous voyez, ces jeunes, ils sont très contents, évidemment, de participer au tournage. Et vous vous demandez ce qu'ils vont faire après. Et là, vous avez cette idée exceptionnelle de créer un centre culturel au milieu du bidonville de Sidi Moumen. Quand j'ai vu les enfants pendant le tournage, ils remplissaient leurs assiettes, comme il y avait un buffet, ils remplissaient leurs assiettes, et j'ai dit à metteur en scène, Nabil, mais regarde, il me dit, c'est tous les jours, j'ai l'impression que la fête va terminer. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire de ces gamins qu'il avait récupérés pendant 1 an pour les former et là, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces enfants. Son film a été primé à Cannes, le livre a été traduit dans beaucoup de langues, on a gagné beaucoup d'argent, on s'est dit peut-être qu'il faudrait qu'on le rende. Et donc, on a créé... On a créé ce premier centre où il y a une salle de cinéma, une médiathèque avec 15 000 livres, une salle de musique, une salle de danse. C'est-à-dire où nous avons presque 1000 enfants aujourd'hui qui profitent de ce centre. Au lieu d'aller se réunir avec cette mafia pseudo-religieuse dans les garages, eh ben, ils viennent chez nous et on leur apprend la culture de la vie et non pas la culture de la mort comme font nos voisins immédiats. Alors, il y a une scène qui est très belle. C'est quand Nabil Ayouch sort un film exceptionnel qui s'appelle Much Loved, qui est consacré à la prostitution à Marrakech, qui a fait scandale. D'ailleurs, l'actrice a été pourchassée pendant des mois. 200 barbus viennent encercler le centre culturel et ce sont les femmes du quartier qui les font fuir. Extraordinaire. Ils sont venus faire un sitting devant le centre. Ils ont dit, il faut que Nabil Ayouch sorte de ce centre parce qu'il va dévergonder vos filles. Et puis, nous, on ne savait pas quoi faire. Hein. Donc, on a attendu. Et soudain, à 4 heures, les mamans sont venues avec leurs enfants et ils ont forcé le passage et ils les ont chassés. Ouais. Les femmes avec les enfants. Tout n'est pas perdu. Et donc, aujourd'hui, il est prévu de créer des centres culturels identiques à Tanger. Tanger, c'est fait. Nous sommes en train de faire maintenant Fès et Marrakech. D'accord. Et d'autres villes sont en... Et Saouira. Et Saouira. Et nous envisageons Ouarzazate et Tantan. Voilà, nous voulons... Bravo. Alors, quelle est la situation au Maroc par rapport aux islamistes? Est-ce que le Mohamed VI résiste? Oui, il résiste, et puis les gens résistent. Les gens ne veulent pas ça. Mais bon, ils sont là, parce qu'on les a laissés entrer à un certain moment, et ils se sont installés. Et c'est des gens qui sont financés par des pays amis, comme chez vous d'ailleurs.
Ce sont des gens qu'on reçoit, etc., et qui financent un peu cette affaire. Des gens avec qui on signe des gros contrats. Alors tout ça est dans un livre exceptionnel qui s'appelle Le Fou du Roi, donc qui est publié chez Stock. Maï Bin Bin. Rock the Casbah. On se retrouve après la pub pour la suite de l'SLT, première partie. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Christian Estrosi, de Bruce Toussaint, de Cécile de Ménibus, de Maï Bin Bin et de Laurent Baffy. On passe maintenant à notre invité politique de la semaine. Christian Estrosi, bonsoir. Bonsoir. Quel look, mon cher Christian. Vous avez minci, vous, non? Un peu? Alors, je fais des efforts. Vous avez arrêté la piste saladière, le pampagna, la soca? Ah, ça, pour un bon niçois, ça ne s'arrête jamais. Alors, les cheveux, c'est top. Donc, c'est vrai qu'il s'appelle Éric Zemmour, votre coiffeur. C'est énorme, ça, quand même. C'est un formidable coiffeur niçois. Ah, ben, c'est ce qu'il aurait dû faire, l'autre aussi, d'ailleurs. Mais bon. J'imagine qu'il n'y a pas d'arabe dans le salon. Alors, à 62 ans, vous êtes beau gosse, hein, quand même. Vous êtes resté très beau gosse. On voit la photo. Eh oui, alors ce que j'aime, là, sur cette photo, c'est les ombres des photographes. Ah, vous êtes une vraie resta, d'ailleurs, même les rappeurs vous célèbrent. Christian Estrosi, Christian Estrosi, mais je vais devenir maire comme Christian Estrosi. Christian Estrosi, Christian Estrosi. Christian Estrosi. C'est énorme. C'est quand même énorme. Alors, Christian, vous avez quitté la présidence de la région PACA, mais à la demande de Renaud Muselier, votre successeur, vous restez quand même président délégué. Et vous avez repris la mairie de Nice. Sacré parcours quand même, regardez. Au départ, vous étiez un motard, et aujourd'hui, vous êtes reçu à l'Élysée, là, vous êtes rendez-vous avec le président de la République. Vieux motard que jamais, comme dit. Ouais. Quand on vous écoute à l'époque, on comprend pourquoi vous avez réussi en politique, parce que quand on voit la façon dont vous parlez de la moto, c'est pas loin, on regarde. En course de côte, ma foi, ça se joue au dixième près et le chronométreur, pour un dixième, il peut se faire avoir. Alors qu'en circuit, c'est net, c'est le premier qui passe l'arrivée qui a gagné. En course de côte, il faut plus se défoncer au maximum sans trop chercher à prendre les trajectoires et à passer fort de partout. Alors qu'en circuit, il y a beaucoup plus de calculs et beaucoup plus de recherche de trajectoire. La recherche de la trajectoire. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Mais la terreur dans toute la région. C'est Christian Estrosi. Alors, à peine président de la région PACA, Renaud Muselier veut changer le nom. Ce qui est très compliqué, c'est de synthétiser Provence, Alpes, Côte d'Azur. Parce que vous n'allez pas virer un des trois noms. Et vous n'allez pas dire à chaque fois les trois noms. Parce que Hauts-de-France, c'est facile à dire. Mais Provence, Alpes, Côte d'Azur, vous comprenez que c'est plus facile de dire PACA. Et comme on ne peut pas être les bas de France par rapport aux Non, Hauts-de-France, ça se comprend. Alors, vous êtes redevenu maire de Nice, c'est reparti. Donc, les petites vieilles. Ouais. Vous savez quel âge a cette dame? Alors, moins 103. Mais... 110. Non. Si. Ouais, c'est limité à 110 à Nice. Après, elle meurt. Elle s'appelle Fernande Bataille. Elle a été lieutenant des services de renseignement du général de Gaulle. Non. Arrêtée à Bizerte. Torturée à la prison de Tunis, n'a pas parlé. Torturée à la prison de Berlin, n'a pas parlé. Médaille de guerre. Je l'ai pris au hasard. Ouais. Je savais pas du tout. Excuse-moi. Je le dis parce que
C'est une grande dame qui illustre tellement la France dans laquelle nous voudrions tous nous reconnaître. Ouais. Christian, est-ce que c'est vrai que dans les rues de Nice, vous allez mettre des déambulateurs en libre service, comme les Vélib à Paris, sérieusement? Pour un Niçois, c'est pas très sympa. Ah non, mais il faut être capable d'autodérision, Christian. Très sympa. Ah, Oui, quand mais même. c'est une jeunesse éternelle. Oui, c'est C'est mieux. une jeunesse éternelle. C'est C'est beaucoup ça. mieux. Non, mais c'est vrai que maire de Nice, c'est quand même ce que vous faites le mieux avec les roues arrière, quoi. C'est votre truc, quoi. Je vous laisse apprécier. Bon. T'avais connu la piste des anges à moitié nue, les voitures de sport sur les avenues, tu regretterais tout. Elle est pas mal, cette chanson. Pas mal. Bon, c'est Dick Rivers, d'accord, mais elle est pas mal. Niçois, d'ailleurs. Ouais, absolument. Il s'appelle Fornieri. Hervé Fournier. Hervé Fornieri, c'est un niçois, Nissarte. 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 Alors attention, là, rigolez pas avec ça. Alors, non, beaucoup moins drôle, le 14 juillet, donc il va y avoir la commémoration de l'attentat de l'an dernier. Et c'est vrai qu'avec ce qui vient de se passer à Manchester, ça prend un relief encore plus impressionnant, quoi. C'est-à-dire que la barbarie sourde et aveugle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, ici à Berlin, à Manchester, à Paris, au Maroc, en Israël, eh bien, nous voyons que ce sont des gens sans pitié et qui se servent de l'image même d'enfants que l'on vient assassiner si brutalement pour retirer à l'amour des leurs. Et bien évidemment, ce 14 juillet doit être le temps de leur hommage, de la mémoire. Alors, vous aviez parlé d'une 5e colonne. Il faut expliquer à nos amis qui ne savent pas la 5e colonne. En 1939-1940, c'est ça. C'était des Allemands ou des pro-allemands qui étaient infiltrés dans la société française pour préparer l'arrivée des armées du Troisième Reich. Bon. Et surtout en Espagne pour s'infiltrer dans Madrid, où les républicains soupçonnaient cette 5e colonne d'être infiltrée. Donc quand vous avez dit ça à l'époque, ça a choqué tout le monde. Aujourd'hui, malheureusement, c'est la réalité. Lorsqu'ils sont infiltrés dans des quartiers de Casablanca, c'est exactement la même 5e colonne qui agit de la même manière. Maï. Par exemple, pendant les fêtes, la fête du mouton, les islamistes dans les bidonvilles amènent des moutons et les offrent aux gens. C'est-à-dire, ils sont aimés par... Donc, il faut travailler sur place et éduquer. Dans un pays où il y a la moitié des gens qui ne savent pas lire et écrire, c'est facile d'enrôler des gamins. Donc, il faut l'éducation. Alors, on passe maintenant, Christian Estrosi, à l'actualité politique. Faut-il que Richard Ferrand démissionne? Bon, il y a une ouverture d'enquête qui vient d'être déclenchée. Oui. D'accord. Bon, j'essaie simplement, moi, de me mettre à la place de Richard Ferrand. Je ne suis pas Richard Ferrand, mais j'essaie de me mettre à sa place. Forcément, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Un problème d'honneur et de dignité personnelle. Bon, si c'était moi, j'essaierais de me battre, si j'estime être accusé injustement, pour défendre mon honneur. Et deuxièmement, il y a l'intérêt supérieur de la nation. À titre personnel, je sais que la décision que je prendrai, c'est de ne pas handicaper l'action du gouvernement. On est d'accord. Bruce, est-ce que vous pensez que Richard Ferrand doit démissionner? Il n'aurait pas dû le nommer maréchal, c'est ça la vraie connerie. Il y a une expression qui dit « au-dessus de tout soupçon ». Oui. Bon, c'est un peu ce que revendique Emmanuel Macron et son nouveau gouvernement. Au-dessus de tout soupçon, pas de toute condamnation, de toute culpabilité. Là, aujourd'hui, il y a un soupçon. Donc, il n'est pas au-dessus de ce soupçon. Alors, vous faites partie des 173 membres du parti Les Républicains et du Centre, dont d'ailleurs NKM, Thierry Solaire, Jean-Louis Borloo, Fabienne Keller. Vous avez signé un appel pour répondre à la main tendue du président, donc. Et sur tous ceux qui ont signé, il n'y en a que 2 qui ont eu le courage d'aller au bureau politique des Républicains, c'est vous et Fabienne Keller. Une fois que vous êtes éliminé du second tour, vous ne participez pas au second tour, vous n'avez donc plus de chance, a priori, pour les 5 années qui viennent, de participer à quelque réforme que ce soit, quelque initiative ou action que ce soit pour votre pays. Et tout d'un coup, on dit, c'est chez vous qu'on vient chercher le Premier ministre. Je ne me sens pas de dire non à cette main tendue. Ce qui est terrible quand même, c'est que Christian s'est fait traiter de traître, de vendu, de collaborateur
L'enculé, tu es ou pas? Non, enculé, non. Éric Woerth a dit c'est un coup de poignard. David Douillet a dit ce sont des opportunistes qui ne pensent qu'à eux. Et Laurent Wauquiez a dit je suis écœuré par ceux qui se vendent pour un plat de lentilles. Une question. Quel plat de lentilles et quelle opportunité pour moi? Ouais. Laquelle? Ouais. Aucune. Vous répondez je suis gaulliste plus que jamais et le général de Gaulle était un homme en marche. Alors, la question quand même, Christian, c'est comment vous, le sarkoziste pur et dur, défenseur d'une ligne sécuritaire et anti-immigration, vous êtes ouvert à la bienveillance macronienne? Comment est-ce qu'on peut passer de la droite chauve d'Éric Ciotti à la droite barbue d'Édouard Philippe? Non, Thierry, je n'ai jamais changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien de plus. J'ai toujours été ainsi fait. Il y a une chose aussi, on peut et je le ne dire, veux c'est pas que- m'enfermer Christian, dans un paysage manichéen. Je l'ai toujours refusé. Je suis un homme libre, je sais que cet électron libre déplaît quelquefois à l'intérieur de ma formation. Vous êtes devenu œcuménique, mais c'est pas un reproche. C'est vrai qu'il va y avoir une scission aux Républicains, et vous n'avez pas envie d'être dans le parti de Laurent Wauquiez, c'est clair. Nous allons... Christian, soyez honnête. J'espère qu'on sera capable de tirer toutes les leçons après les législatives que nous n'avons pas été C'est capables pas de évident, tirer. hein. Où on Dites-moi, continue. Christian, il vous a pas proposé d'être ministre, Édouard Philippe? Si. Tout cela... Si, Christian. Non. Pourquoi Non. vous avez refusé? Non, je comprends pas. Le dimanche soir du deuxième tour des élections présidentielles, j'avais accompli ce que j'avais à accomplir. Le lundi matin, j'ai annoncé que je reprenais mes responsabilités à la tête mairie de ma ville, Nice. Ce qu'il faut dire, c'est que votre choix est le bon, parce qu'on l'a vu dans le baromètre Paris Match cette semaine. Tous les Républicains qui ont choisi la même voie que vous montent, et vous êtes celui qui monte le plus. Vous gagnez 15 points en popularité. Je ne veux pas être juge de tout cela. On sait que tout cela est très fragile et qu'il faut rester extrêmement C'est modeste. mieux. Alors, Christian, avant même la primaire, vous avez sorti un livre qui s'appelle « Il faut tout changer », publié chez Albin Michel. Alors, c'est sorti en février, mais ça avait été écrit en septembre. Et dans ce livre, vous affirmez, Christian, votre gaulo-macronisme, en fait, on peut dire votre estrosisme. Je pense qu'à un moment, si notre pays veut gagner les deux grandes guerres qui nous sont livrées, ou que nous devons livrer, la guerre contre le terrorisme, la guerre contre le chômage, qui sont les deux défis majeurs, il faut qu'il y ait des progressistes de gauche et de droite qui soient capables d'unir leurs forces pour pouvoir remporter ces combats C'est ce qui se passe, et c'est ce qui apporter se passe, de ouais. nouvelles espérances aux Français. Ça s'appelle « Il faut tout changer ». C'est marrant parce que mon garagiste, quand je mène ma bagnole, il dit ça aussi. Emmanuel comme un soleil, Emmanuel toujours plus belle, Emmanuel. Christian, sérieusement, est-ce que ça ne serait pas Laura, votre nouvelle femme, qui vous a changé comme ça? Est-ce qu'elle n'a pas une influence sur vous alors, je ne en sais vous pas. disant « Mais ne reste pas comme Ciotti, libère-toi de cette image-là, non ?» Est-ce que Laura vous a pas dit ça? Bon, d'abord, vous essayez d'expliquer que j'ai changé, j'ai essayé de vous expliquer que j'étais resté Qu'est-ce qui s'est sur une passé ligne de conduite qui apparaissait peut-être plus évidente aujourd'hui, parce que lorsque j'étais, au fond, caricaturé sur la 5e colonne il y a 2 ans, aujourd'hui, tout le monde se l'approprie. On voit bien que Laura. maintenant, c'est vrai que d'avoir à ses côtés une femme qui vous apporte aussi sa touche d'intuition, une part de repère, une famille soudée, ça compte aussi. Alors pour nos amis téléspectateurs qui ne seraient pas au courant, Christian est marié depuis 8 mois avec Laura Tenucci, dite Laura du web, la spécialiste de l'Internet dans Télématin. Elle a 41 ans et elle est enceinte de Cricri. Il y a tant d'hommes, je ne suis pas. Est-ce que vous pensez que l'enfant pourrait être attaché parlementaire quand il sera... Même maintenant. Même maintenant. Pourquoi pas maintenant? Même maintenant. Alors, après mon expérience personnelle, j'ai choisi, il y a de nombreuses années de cela, de me mettre au service de belles et de grandes causes, me semble-t-il, avec des réussites, avec des échecs. Beaucoup d'échecs. Mais en même temps, sans doute,
Beaucoup trop. Sans doute. Beaucoup trop. On en parlera plus tard. Beaucoup Quelques belles d'échecs. réussites aussi. Beaucoup de gamelles, beaucoup de... Quelle emmerde. Mais je ne donnerai pas le conseil à mes enfants. De parce faire que de la j'ai- politique. J'ai 2 grandes filles aussi. Préférez qu'ils fassent un métier honnête. Et très simple. Et maintenant, en hommage au futur papa Christian Estrosi, on va faire un blind test papa. Excuse-moi, j'aime bien les mettre face à face parce qu'à mon avis, c'est entre eux que ça va se jouer. Attention, donc que des chansons qui font référence à papa. Musique. Je voudrais oublier le temps pour un sou. Je voudrais décrocher la lune. Je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Tu connais pas Céline Dion? Je vois pas qui c'est. Mais si. Le nom me dit quelque chose, mais je vois pas qui c'est. Une Belge. Musique. Vous pouvez jouer, hein? Dites-moi d'où il vient, enfin Stromae. je saurai où Stromae. je... Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Bruce, attention, musique. Doc Gynéco. Doc Gynéco et Passy. Et un grand fer. C'est Tony Bugsy. Eh, si tu pouvais lui mettre une pile, ça me ferait plaisir. Parce que chaque semaine, il bat tout le monde. C'est bien parti. Et si cette semaine, tu pouvais le battre, ça nous arrangerait dans l'équipe, quoi. Attention, musique. Michel Legrand. Michel Legrand. Nougaro. Français, homme français. My name is... Ah, Marilyn Monroe. Ouais! Mon cœur est à papa. Marilyn Monroe, Bruce Toussaint. Concentre-toi, putain. Parce qu'en même Il est temps, j'ai fort. envie que tu te fasses battre. Ah ouais, et en quand même je me temps- fais battre, tu veux un peu que je remonte. Bah, je veux hein. que tu gagnes un peu, parce qu'on Allez. est quand même brother, quoi, tu vois, bon. Attention, musique. Cécile, ah, ça, si tu connais pas ça. Que Estrosi ne connaisse pas, bon, tu vois. Madonna. Ouais. Ouais, ça va être pour toi, là, à mon avis, si tu trouves pas ça. Attention, musique. Daniel, Nicolas Perrac. Il hantait déjà les boutiques. Dans sa chambre, on croquait du café. Il ignorait qu'un jour j'en parlerai. Nicolas Perrac. Nicolas Perrac. Et mon père. Là, si vous trouvez pas la première note, ça va être compliqué. Musique. Maman douceur. C'est Laurent, c'est sûr, hein. Attention, musique. Je le vois. Ouais. Attention, musique. Venez. Eh Bruce, tu te rends compte si tu arrives à le battre là? Quand tu vas rentrer à la maison, Catherine, Lola, Noé, toute la famille, papa, papa. Attention, musique. Mort Schumann. Oui, bravo. Papa Tango Charlie, je vous entends très bien. Ici Papa Tango Charlie,
pour Il a Bruce gagné. Toussaint. Mieux que la Légion d'honneur, une Il est victoire fier. au blind test contre Baffy. Ah ouais, là, je dois dire. Mais il était très très fort. Il est fort. Mark Schumann. Voilà, c'était la première partie de SLT. On se retrouve après la pub pour Salut les Terriens. À tout de suite. Bonsoir les terriens, bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Christian Estrosi, de Bruce Toussaint, de Cécile de Ménibus, de Maï Bimbine, de Laurent Baffy. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous passons à notre interview. T'es au top de la semaine. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Bruce Toussaint, rebonsoir. Bonsoir Thierry. Au top. Mon petit Toussaint, tu voulais tu glisses sur ma blanche neige. Bouba, fais bien la... Je vais vous dire, moi d'abord, j'adore les ours. Et ce qui vous donne vraiment l'air d'un ours, c'est votre barbe. Vous avez révolutionné, Bruce Toussaint, la célèbre barbe de 3 jours, tant prisée des animateurs télé qui veulent avoir l'air cool, par la barbe de 5 jours. C'est vous qui avez inventé la barbe de 5 jours. C'est Bruce Toussaint. Je suis vraiment content que vous ayez remarqué. Parce que c'est vrai, c'est quand même quelque chose qui a changé l'histoire de la télévision. Et c'est vrai que quand vous faisiez la matinale, à 5h du matin, vous étiez tellement endormi que des fois, vous trompiez. Vous vous rasiez les jambes au lieu de vous raser. Et c'était horrible, parce qu'il arrivait, évidemment, avec les jambes épilées. Bah, regarde. J'aurais préféré que ça reste secret, mais bon. Alors, je vais vous dire un truc, une fois pour toutes. Ce que j'aime chez vous, c'est ce que vous n'aimez pas chez vous. Moi, j'aime votre côté un petit peu enrobé. Je trouve que, voilà, je me réveillais avec vous à l'époque d'e-télé. C'était mon bonheur du matin. Moi aussi. J'allumais la télé à 7h et je voyais Bruce avec sa bande. Et pour moi, c'était un vrai bonheur, malheureusement, dont je suis un petit peu privé aujourd'hui. Moi, j'adore les petits nounours. Moi je dors avec Nounours dans mes bras. Chaque soir, je lui parle tout bas. Je lui raconte tous mes petits. Qui chante? Adamo? Ouais! Adamo. Bravo! T'es mort! T'es mort! T'es mort! Alors, Bruce, vous dites avoir fait 1000 régimes. Est-ce que vous avez essayé rien que du saumon? Est-ce que vous avez essayé de supprimer le miel? Non mais je sais pas. Est-ce que votre hibernation s'est bien passée? Je peux te dire le conseil que vous m'avez donné juste avant ou pas? Ah oui, c'est quoi? Le conseil pour maigrir. Pendant la pub? Ouais. Le cancer? Oui. Bah oui, c'est sûr. J'adore cette vanne. Alors Bruce, Ah. Pardon, votre des choses maman, sérieuses. Mercedes Toussaint, lorsqu'elle était enceinte de vous, lisait Ambre, le best-seller de Kathleen Winsor. C'est vrai. Et comme le héros de ce mélo s'appelait Bruce, vous vous êtes appelé Bruce. C'est vrai. Bruce, c'est bien. Pas mal. Ah, tiens. Ça distingue. Vous grandissez à Marcoussis dans les Vous Sommes. grossissez à Marc. Et alors que vos parents ne lisent pas tellement les journaux, vous développez, Bruce, très tôt, un goût prononcé pour l'info. Dévore la presse. Par exemple, pendant la guerre du Golfe, vous faites des montages de flash d'infos, de radio, seul dans votre chambre. Déjà cette abnégation. Oui, c'est vrai. Déjà ce courage. Cette vocation. Cette vocation. Votre idole, c'est Patrick Poivre-d'Arborbre.
C'est vrai. Il y a aussi Eugène Sacomano. Oui, Pierre Lescure, Guillaume Durand. Vous faites partie de la génération dont Guillaume Durand a été l'idole. Après une formation de journaliste à Montpellier, vous décrochez votre premier stage au Parisien. Une enquête de fond, un grand sujet d'investigation qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Et le titre de l'article, c'était « Crèche à Montreuil, ça se bouscule au portillon ». Alors aujourd'hui, après avoir débuté donc sur OFM, après avoir rejoint Canal+, puis iTélé, puis Canal+, puis iTélé, puis Canal+, puis France 2, puis iTélé, vous êtes sur France 5. Ouais. Ça va? Très bien. Vous êtes content là-bas? Très bonne chaîne. Ils sont gentils avec vous? Très gentils. Bon. Vous présentez C'est dans l'air, tous les vendredis et samedis à 17h45, et C'est polémique, le dimanche à 19h45. Vous avez compris maintenant que finalement le plan c'était de bosser le week-end et de se reposer la semaine. Vous avez fini par comprendre ça? Par rapport à mes années de matinale où 5 jours par semaine je me levais au milieu de la nuit, j'avoue que là j'ai l'impression d'être en vacances en termes de rythme de vie. Ça doit vous faire un changement, votre femme aussi, toute la maison doit être joyeuse. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus présent. C'est sûr, oui, le Tout matin. le monde dans la vous êtes là. tanière. Vous êtes heureux? Très heureux. Il est heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue. C'est une spéciale ours. Moi j'adore les ours. Alors en tout cas, vous faites avec Caroline Roux des scores hallucinants. Cette émission C'est dans l'air peut monter à 1,9 million. Alors évidemment, Anne-Sophie Lapix, elle a de la chance. Parce que moi, avant, j'ai pas quelqu'un qui fait 1,9 million. Tu pouvais pas la faire sur C8, l'émission? C'est une bonne locomotive. Ah ouais, bah ouais. Après, on descend de la moitié, on fait quand même 1 million. Ouais. Pas mal. Formidable. Et comment ça se fait, alors, sérieusement? L'émission est bien léchée. Non, mais c'est vrai, elle est incroyable cette émission. Elle existe depuis 15 ans. C'est une institution, toute la France la regarde. C'est un concept minimaliste. 4 personnes autour d'une table qui discutent. Oui, ce sont des spécialistes. Alors, ce sont des spécialistes. Concept, et vous savez, Thierry, il y a un truc un peu technique là, que je peux vous raconter, c'est que par exemple, moi j'ai interdiction de couper la parole de mes invités. Ah ouais? Parce que vraiment, c'est quelque chose qui est très sacralisé. Il faut qu'on prenne le temps d'expliquer. La démonstration doit être longue, complexe. Ça marcherait pas sur C8, nous c'est un peu... Tu viens de lui couper la parole. T'as rien compris. Hein. Alors c'est dans l'air, c'est polémique, c'est politique. Très chiant les gens qui vous coupent la parole. C'est dans l'air, c'est polémique. Encore si c'est pour dire quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas? Il a raison. C'est dans l'air, c'est polémique. Mais quand c'est juste faire chier pour faire chier, ça devient lourd. C'est lourd. C'est lourdingue, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait de le reprendre? C'est dans l'air, c'est polémique, c'est politique, c'est Plus à un vous. mot. Il y a un mec qui adore les C sur France 5. Oui, c'est vrai que c'est étonnant. C'est un dingue de C, le mec. C. Alors, vous faites quoi à la rentrée, alors? Parce que là, voilà, le problème, maintenant, c'est la star du mercato. Dès qu'on entend parler d'un job, on dit, oh, c'est Bruce Toussaint qui va y aller. Je suis annoncé partout, mais en fait, je suis nulle part. Oui, c'est ça, apparemment. Alors, à un moment, on parlait de vous pour aller remplacer William Lémergie en partance pour C8, donc. Et je me suis dit, putain, Bruce, il a pas fait gaffe, quoi. Dans Télématin, il y a Matin. Il y a aussi Madame Estrosi. Ah ouais, Et toi, tu dis rien, toi? Qui a beaucoup de talent. Bon, Bruce, William Lémergie reste ou pas? Je crois que oui. Donc vous n'allez pas à Télématin? J'ai reçu pendant 4 jours 60 ou 80 messages de félicitations pour un truc qu'on ne m'a jamais proposé. C'est drôle, c'est la télé, c'est le mercato. C'est le mercato, alors. J'étais flatté qu'on pense à moi, au moins dans la presse. Alors, effectivement, vous avez déclaré, la matinale, c'est l'état de fatigue permanent. Quel que soit le moment de la journée, vous avez cette fatigue. Pour vous dire franchement, je n'arrivais plus à me lever. C'est vrai. Au début, vous leviez à 4 heures, puis au bout d'un moment à 5 heures, puis avant, il fallait bien aller faire l'émission. Et donc, vous finissiez par vous lever, mais c'était quand même... c'est dur. Après, on le voyait, ce que j'aimais bien, moi.
quand vous arriviez le matin. La tête dans le cul. Ouais, il est arrivé comme ça, sur iTélé, je dis salut, ça va Marie Calment, ouais, d'accord. D'accord, ouais. C'est honnêtement pratiquement ce qu'il y a de plus génial à faire dans ce métier aujourd'hui, je trouve. Mais c'est trop dur. Ouais. J'avais dit un jour aussi, mon corps me disait d'arrêter la matinale. Et j'avais vu sur Twitter un type qui avait écrit non, Bruce, ton corps te disait d'arrêter le Nutella. Donc c'est vrai. En plus, ça fait grossir la matinale. Parce que, effectivement, le matin, on est là, on se bourre de croissants, on se bourre de pain au chocolat. D'ailleurs, Bruce, depuis qu'il est sur la 5, il a beaucoup maigri. Salaud. Bah si, quand même. Alors, la matinale fait vieillir plus vite. Ouais. C'est comme pour les chiens, il faut multiplier par 7. C'est que William Lémergie a 234 ans. Donc c'est là que vous avez dit à France 2, je reprendrai Télématin le jour où l'émission sera programmée en fin de journée. Excellente idée, oui. Je pourrais dire ça. On parle de vous aussi sur C'est à vous. Ah oui. Pour remplacer Anne-Sophie Lapix, qui va remplacer Pujadas, c'est le Mercato. Ça vous plairait, ça? C'est soit vous, soit Stéphane Bern. Tant qu'il y a à bouffer, il y va. C'est vrai que le côté dîner gratos, repas chaud... C'est sympa, c'est une émission de papotage, quoi. C'est pas la peine de préparer, il suffit d'arriver, de dire des conneries. Je vois que vous êtes fan. Alors, on a parlé également de vous pour remplacer Yves Calvi sur LCI. Alors, Yves Calvi, celui que Bruce a remplacé sur France 5. Alors là, je me suis dit, là, est-ce qu'il le remplace aussi dans le privé? Quand Calvi a un dîner, il peut pas y aller, c'est vous? Non, mais... Non. Non. Qu'est-ce que vous me conseilleriez? D'arrêter le métier. Alors, bientôt, comme on dirait sur France 5, c'est les vacances. L'île de Ré, comme d'hab. Ah oui. Catherine, Lola, Noé, enfin, tout va bien. Le problème, parce qu'il y a un problème, c'est que vous allez voir débarquer Valérie Damido et Daphné Burki, qui sont vos grandes amies. C'est vrai. Voilà. Mais comme vous êtes le seul des trois à avoir un boulot, c'est vous qui allez payer les restos. Bruce. Pour les amis, je veux bien bruner. Oh. Christian, je vais vous laisser filer. Oui. Merci d'avoir été avec nous. C'est un vrai plaisir. À bientôt. Voilà, et on passe maintenant au dossier de la semaine. Et c'est le photographe Pascal Rostin que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Dossier de ce soir, qui a tué Lady Di? En 1995, la princesse Diana a confié à son avocat qu'elle craignait d'être assassinée. Elle avait peur qu'on trafique les freins de sa voiture pour faire croire à un accident. Il prépare un accident sur ma voiture. Charles pourra ainsi se remarier. Et comme par hasard, Diana meurt 2 ans plus tard dans un accident de la route. Mais au fait, est-ce qu'on est vraiment sûr que c'était un accident? Pour Mohamed Al-Fayed, il s'agit d'un assassinat. They have murdered my son and Princess Diana. Selon lui, la princesse Diana était enceinte de son fils Dodi et ils avaient prévu de se marier. Rien de tout ça n'est prouvé, mais ça n'empêche pas le milliardaire égyptien d'accuser le prince Philippe et le prince Charles d'avoir organisé l'accident. And she knows. And she told me personally, if anything happened to me, be sure the finger is the person who have done it is Prince Philip. Pour étayer cette thèse, on peut rappeler le témoignage d'un dénommé François Levistre qui, ce soir-là, roulait juste devant la voiture de Diana. Il prétend avoir vu 2 hommes en moto dépasser la Mercedes et envoyer un flash lumineux surpuissant qui aurait aveuglé le chauffeur au point de lui faire perdre le contrôle du véhicule. Le problème, c'est que son témoignage n'a pas été jugé crédible, ni par les policiers français, ni par la justice anglaise. Sinon, en 2013, un membre des forces spéciales britanniques a raconté à sa famille que Diana avait été éliminée par des membres de son unité. Scotland Yard a bien sûr enquêté, mais ça n'a rien donné. Quel dommage! C'est tellement plus romanesque d'imaginer que Diana aurait été assassinée. Pourtant, la thèse de l'accident reste la plus probable. Henri Paul, le chauffeur, avait 3 fois trop bu et roulait 2 fois trop vite. En plus,
Diana et Dodi n'avaient pas attaché leur ceinture, contrairement à leur garde du corps, qui lui a survécu à l'accident. Ajoutons que dans un livre publié cette semaine, des journalistes français révèlent que la tenue de route de la Mercedes était défaillante parce qu'elle avait eu un très grave accident auparavant. Alors, puisque le conducteur et la voiture étaient payés par l'hôtel Ritz, est-ce que le propriétaire de ce palace n'aurait pas une part de responsabilité? Vous connaissez son nom? Mais si, il s'appelle Mohamed Al-Fayed. Alors, pas étonnant qu'il préfère entretenir la théorie du complot. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Pascal Rostin, bonsoir. Alors, vous êtes photographe, auteur, directeur d'agence de presse, et vous publiez avec Jean-Michel Karadec, Qui a tué Lady Di chez Grasset. Bienvenue parmi nous, Pascal. Bonsoir Thierry. Alors Pascal, l'enquête porte d'abord sur les paparazzis qui suivaient en moto la fameuse Mercedes, paparazzis dont les flashs auraient ébloui le chauffeur. Un peu bizarre parce qu'ils étaient derrière quand même. C'est une des thèses de départ. Et c'est pour ça que la brigade criminelle a été saisie. Et en fait, ils ont été très rapidement innocentés. Ouais. Ils sont ressortis 3 jours plus tard et il y a eu une ordonnance de non-lieu à leur encontre. Ouais. C'est là que la presse, surtout dans les pays arabes, développe la thèse de l'assassinat. Les services secrets britanniques auraient éliminé la princesse parce qu'elle aurait été enceinte de Dodi Al-Fayed et donc William, l'héritier du trône, aurait eu un frère ou une sœur musulmane. Et quand on est roi d'Angleterre, on est chef de l'église anglicane, donc ça faisait désordre. C'est une thèse qui a été développée donc, dans les pays arabes, mais aussi soutenue par Mohamed Al-Fayed. C'est la thèse, pourquoi? Parce qu'on peut comprendre aussi, dans le sujet c'est assez explicite, on explique que Mohamed Al-Fayed lance ces rumeurs parce qu'il est quand même responsable. Il est responsable du Ritz, il est propriétaire du Ritz, l'employeur de M. Paul. Voilà. Donc on ne peut pas concevoir, même... On oublie qu'il s'appelle Al-Fayed, on ne peut pas concevoir être responsable de la mort de son enfant. Ouais. Donc on va partir, on va dire c'est les paparazzis, on va jeter l'opprobre sur les paparazzis, après on va dire c'est les services secrets, demain ce sera les petits hommes verts. C'était le mari de la reine d'Angleterre, Philippe d'Édimbourg. Oui. On a parlé du deep state anglais qui refusait donc la fréquentation d'un musulman par l'ex-femme du prince de Galles. Oui, parce que le prince Philippe, à l'époque, avait eu des accointances, des amitiés nazies. Alors ouais. Voilà, tout c'est vrai que le scénario, les communicants, les millions de dollars qu'ont dépensé Mohamed Al-Fayed pour en fait lancer des écrans de fumée, parce que lui n'a pas supporté, il s'est senti responsable, il ne le supporte pas. Exactement. Alors l'enquête se tourne alors vers le chauffeur de la Mercedes, M. Paul, qui a 1,74 grammes d'alcool dans le sang, alors que ce qui est toléré, c'est 0,5, je vous le dis. Et on découvre également des substances chimiques dans le sang du chauffeur. Il y a du Prozac et il y a un médicament destiné à lutter contre la dépendance à l'alcool. Alors on fait une perquisition chez lui, chez le chauffeur, M. Paul, et en fait on découvre rien. On découvre une bouteille de martini à moitié vide, on découvre rien, donc on ne voit pas pourquoi il prendrait des médicaments pour lutter contre la dépendance à l'alcool. Mais à la deuxième perquisition, là on trouve plein de bouteilles. Est-ce que ça veut dire donc... que le MI6 est passé par là? Pas du tout. Mais quand on trouve ces produits-là dans le sang de M. Paul, Mohamed Al-Fayed déclare c'est des échantillons qui ont été échangés par les services secrets britanniques. Formidable. Non mais la brigade criminelle a fait un boulot formidable. Et lorsqu'il déclare ça, à ce moment-là, le juge Stéphan se déplace, retourne à l'Institut médico-légal, refait des prélèvements, et reste avec un huissier et ils refont les analyses qui confirment les premières. Bon. Mohamed Al-Fayed, à ce moment-là, il pète un peu un câble parce qu'il en vient à produire un témoignage d'une infirmière de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui a recueilli les dernières paroles de Lady Di sur son lit de mort et qui accuse évidemment les services secrets britanniques. Non, et puis un papier aussi comme quoi elle est enceinte, mais tout ça s'est avéré totalement faux. Non, c'est pas un papier, c'est qu'il a un certificat des hôpitaux de Paris... qui se révèle être un faux. Comme quoi elle était enceinte, mais en fait c'est un faux. C'est un faux. C'est un faux. On creuse à ce moment-là la piste de la Fiat Uno blanche ça, c'est dingue. Que M. Paul aurait tenté d'éviter, puis qu'il aurait touché avant de heurter le 13e pilier du tunnel de l'Alma. Donc cette Fiat Uno, on nous en parle depuis des années,
Nous avons retrouvé le conducteur de la Fiat Uno. Et en fait, il est veilleur de nuit. Il a un alibi en béton. Il dit moi, j'étais dans des entrepôts à Gennevilliers, je faisais mon boulot. Le problème, c'est que quand on lit sa déposition, il dit ma voiture, elle est rouge. Et les flics lui disent oui, mais elle est rouge, mais tu l'as repeinte quand? Oh, je sais plus, au mois d'octobre, genre 2 mois après. Mais où? Je sais plus, un parking d'une cité, un copain de mon frangin, mais la peinture, tu l'as achetée où? Je sais plus. Enfin, je veux dire, on comprend qu'il était là. Il est essentiel pour la brigade criminelle, parce qu'il a vu, et surtout ce qui est intéressant, c'est ce qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu de moto, il n'a pas vu d'agent du MI6, il n'a pas vu de photographe balançant des flashs. C'est vrai que le chauffeur de la Fiat Uno roulait lentement en zigzag? Non, il roulait normalement. Ah. Il roulait normalement. L'autre arrive à 154 km/h. Pour les Parisiens ou les gens qui ont déjà pris ce chemin, il y a une petite bosse et un virage. L'autre, il roule à 50 km/h et il se fait rentrer dedans. Il n'est pas responsable. Il est victime, mais il est témoin. Mais il y a de la peinture blanche sur la Mercedes. Il y a de la peinture blanche sur la Mercedes et sa voiture à lui est repeinte en rouge. Ouais. Il s'appelle Levantan. Ouais. Il a été interrogé pendant des semaines, vous l'avez retrouvé. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut dire de plus? Il ne veut pas parler. Et on comprend pourquoi il est sorti de la procédure. Parce qu'en fait, comme Mohamed El Fayed pollue l'enquête, le juge Stéphane et les flics ont peur qu'il soit récupéré par Mohamed El Fayed, qui, avec ses millions, peut tout d'un coup lui faire dire ce qu'ils ont envie de lui faire dire. Alors, le véritable scoop du livre que vous signez donc avec Jean-Michel Karadec, c'est la Mercedes. Ça, c'est nouveau. Cette Mercedes a été volée 4 mois avant l'accident à Jean-François Musat, patron de Étoile Limousine, la société qui louait ses voitures à l'hôtel Ritz. Et là, les rumeurs reprennent, en fait. Cette voiture a été volée par les services secrets britanniques, ça recommence, qui ont saboté la voiture. Et finalement, quand elle a eu l'accident, c'était normal parce qu'elle avait été sabotée. Donc vous rencontrez ce fameux Musat qui finit par vous avouer que la Mercedes, effectivement, avait un problème de tenue de route. Musat et le chauffeur Karim dit cette voiture, c'était une poisse. Voilà. Il dit on ne la tenait pas au-delà de 60 km/h. Alors on pourrait dire aujourd'hui pourquoi Musat n'a pas parlé avant. Vous l'expliquez dans votre livre. C'est-à-dire, si Musat n'a pas parlé avant, c'est parce qu'il était en contrat avec le Ritz. Il n'allait pas dire bon. Sauf que quand le Ritz a été fermé pendant 4 ans par Mohamed El Fayed pour le refurbicher, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas re-signé son contrat avec Musat. Donc Musat, n'ayant plus de contrat avec le Ritz, dit la vérité. Voilà. Ça, c'est très important. Ouais. C'est un des 2 grands scoops de votre livre. Ça. Ouais. Et le deuxième, c'est d'où vient la voiture? Alors, d'où vient la voiture? Alors là, je suis personnellement concerné. Oui. Vous avez retrouvé le premier propriétaire de la voiture. Et le premier propriétaire de cette voiture, c'est mon ex-associé, puisque j'avais à l'époque une agence de publicité qui s'appelait Business. Mon associé s'appelait Éric Bousquet. Et lui, alors il s'était fait voler la Mercedes. Lui, c'est un marrant, jour où il faisait cirer ses pompes rue Babin. du Colisée chez Baba. Il s'est fait voler sa Mercedes. Et le jour où il l'a retrouvée, 3 jours après, la Mercedes avait servi à ramener un détenu dans une prison près de Paris. Ouais. La Mercedes avait sauté dans les champs, elle avait fait 3 tonneaux. Et quand Éric, mon associé, que j'ai appelé, bien entendu, avant de faire cette émission, il m'a confirmé tout ce qu'il y a dans le bouquin, bien évidemment. Il voit la Mercedes qui a été complètement esquintée. Il dit, écoutez, il est riche, Éric. Il dit, écoutez, mettez-la à la casse, je vais m'en acheter une autre. Voilà, bon. Surtout, c'était une épave, la voiture. C'est une épave. Ah bah c'est une Donc, épave. cette voiture, ce qu'il faut savoir, cette voiture que Éric Bousquet a laissée comme épave à la casse, a été ensuite rachetée par Jean-François Musat, le patron de Étoile Limousine, et elle se retrouve au Ritz. C'est les assurances qui la déclarent épave et qui disent à Éric Bousquet, on l'envoie en destruction, il est remboursé. La voiture, c'est une épave. Mais là, elle va où? Elle arrive chez les ferrailleurs, les casseurs, les épavistes de la grande banlieue parisienne. Alors là, on ne va pas vous faire un dessin, cette espèce de monde interlope. Et c'est vrai que ils avaient, la réglementation les autorisait à faire ça. Et Éric Bousquet, lui, le jour où il achète cette bagnole neuve en 94, il se la fait piquer 3 mois plus tard. Il l'achète neuve, il dit « Bon, moi, j'étais un jeune PDG, je voulais faire mon crâneur, ça me plaisait, mais j'avais pas trop d'oseille. Et comme j'avais pas trop d'argent, j'achète le petit moteur, la grosse caisse avec le petit moteur. » Et d'ailleurs, il me dit « Thierry, se foutait de ma gueule. » Il appelait la bagnole
la brochure, parce que chaque année, on se payait une brochure de pub pour nos clients. Et cette année-là, j'ai décidé d'acheter la bagnole et Thierry l'a surnommé la brochure. Parce que cette année-là, on n'avait pas fait de brochure. C'est incroyable, cette histoire. Alors, Bruce. C'est mon premier scoop qui est passé un peu inaperçu, mais il se trouve que j'étais tout près du pont de l'Alma et vers 1h du matin, 1h30 du matin, je suis passé avec des copains. On a vu qu'il y avait beaucoup d'agitation. J'ai parlé à un flic, il m'a montré, on a vu la Mercedes et très vite le flic m'a dit que c'était la princesse de Galles qui était dans la voiture. Elle n'était pas encore évacuée à ce moment-là. Et je suis parti à la rédaction de Canal+ à l'époque. On a fait les premiers flashs dans la nuit. Et voilà. Il faut se souvenir de ce qu'elle était à l'époque, de l'onde de choc que ça a été. Imaginez, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, les chaînes d'infos, ça commençait tout juste. Et ça a été une onde de choc hallucinante. Donc, pendant, effectivement, des mois, des semaines, on n'a pas cru. On n'a pas voulu croire à cette version qui était pourtant la version. Et l'émotion suscitée. Goodbye, Rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Et on passe maintenant à la question sous serment. Pascal Rostin, jurez-vous que Lady Di n'ait pas été assassinée par les services secrets britanniques? J'en suis intimement persuadé et je pense que nous en amenons toutes les preuves. Nous connaissons ce dossier depuis 12 ans, Thierry, 8000 pages. Je peux vous les réciter, on n'a pas le temps, sinon je commence tout de suite, 8000 Très pages. bien. On rallume. Merci Pascal. Et maintenant, c'est l'heure de Guillon 2017. Il n'est pas là, il n'est plus là, Christian Estrosi. Ah ben non, il est rentré à Nice. Ah, il avait un avion? Oui, c'est vrai. Ouais. Ils ont souvent les avions, les politiques. Oui, dès que tu arrives, à mon avis, ils ont des avions. Ils sont sur le tarmac. Pourtant, moi, je les aime bien. Je m'en occupe chaque semaine. Je m'y intéresse. Et eux, t'as vu, c'est pas... Il n'y a pas de réciprocité. Faut pas que je m'attache comme ça, tu vois, parce que... T'es trop sentimental, ouais, Stéphane. On commence par une bonne nouvelle. La France retrouve son rayonnement international grâce à une poignée de main d'une virilité historique, loin devant celle de Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Mitterrand, Helmut Kohl, Reagan, Gorbatchev, Mao, Nixon. Le petit prince d'En Marche a broyé la main de Donald Trump, cette main qui attrape les femmes par la chatte, ces phalanges boudinées au McDo et au KFC, ces doigts qui se sont introduits dans toutes les putes russes fournies par Vladimir Poutine. Le bel Emmanuel les a concassés, écrabouillés, éparpillés façon peseur. Macron, c'est le personnage du blond dans le sketch de Gad Elmaleh. Quoi qu'il fasse, il reste impeccable. Toi, quand il y a du vent, tes cheveux se mettent n'importe comment. Quand il fait froid, ton nez coule. Quand tu t'assois, ton costume se froisse. Macron, non. Macron serre la main de Trump, 1m90 pour 90 kilos, sans sourciller, sans transpirer, sans se mordre la langue. Même quand il dort, Macron a la laine mentholée. Oh. Le blond peut tout entreprendre, tout se permettre. Recevoir Poutine à Versailles en grande pompe, tapis rouge, garde républicaine, restaurant étoilé, ça passe. Son prédécesseur aurait fait la même chose. Le petit gros avec sa teinture noire et sa cravate de travers. Ça aurait été un tollé. Quoi? Poutine à Versailles, cet assassin qui a fait trucider des dizaines d'opposants politiques. Ce monstre qui a annexé l'Ukraine, bombardé des civils, on le reçoit comme une star de cinéma. Mais là, c'est le blond. Le blond, tu lui pardonnes tout. Costume impeccable, cravate assortie à la veste, vétiver de chez Guerlain. Tu le sens à travers ta télé. T'as vu ce qu'il lui a dit à Poutine? Que c'était le dernier avertissement, que la prochaine fois qu'il laissait une population se faire gazer, c'était terminé. La fanfare, le Trianon, le déjeuner chez Ducasse,
terminé. La France ripostera. La France ira casser la gueule à la Russie. Le blond, tu te fous pas de sa gueule 2 fois de suite. Emmanuel Macron, star de fiction érotique sur Internet. Ouais. C'est fou, hein. C'est fou le nombre de choses qui n'étaient pas possibles sous Hollande et qui le deviennent sous Macron. Déclaration de Jean-Christophe Cambadélis, je ferai de la politique jusque dans ma tombe. Oh putain. Cambadélis qui, pour le moment, tient des meetings debout, juché sur une palette rouge devant 3 personnes. Espérons qu'au cimetière, il aura un tout petit peu plus de monde. Une fois n'est pas coutume, dans cet univers dur qu'est la politique, une pensée amicale à Jean-Luc Mélenchon, atteint du syndrome Gilles de la Tourette, une maladie neurologique héréditaire. Dès 7 ans, à l'école communale de Tanger, le petit Jean-Luc traitait ses camarades de cacaboudin, de crotte-de-nez, de bébé cadom. Oh, à l'époque, on en souriait. En 91, la maladie s'aggrave. Jean-Luc se fabrique le physique de Landru, moustache et barbichette noire. En 2008, rupture avec le PS, les insultes deviennent plus dures, sale con, hyène, crevard. En mars 2017, brève période de rémission, Jean-Luc est de nouveau souriant, sympathique, on le croit sauvé, puis mercredi 24 mai, c'est la rechute totale, brutale. Jean-Luc traite Bernard Cazeneuve de meurtrier. Cazeneuve, dit-il, le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. Le syndrome Gilles de la Tourette touche 1 enfant sur 1000 à travers le monde. Non, c'est triste hein, comme maladie. Enfin, tant que le malade n'occupe pas de fonction importante, ça va. Mais si Mélenchon, voilà, c'est ça. S'il gagne, tu vois, il est capable de débarquer au stade Vélodrome et dire Marseille, on t'encule. Ouais. Non, c'est vrai, je te jure. C'est. Enfin, bref. Signalons que le dernier opus de Harry Potter et les Insoumis, est complètement nul, quoi. C'est nul à chier, n'y allez pas. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a dévoilé des éléments de l'enquête sur l'attentat de Manchester que les policiers britanniques souhaitaient garder sous silence. Bah oui. On a voulu supprimer les gens malhonnêtes de la politique, il reste que les cons. Hein. Maintenant, si on veut aussi supprimer les cons, il n'y aura plus personne. L'affaire Ferrand n'en finit pas de faire des vagues. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Titre Libération. Oui, enfin, c'est quand même beaucoup moins grave que l'affaire Fillon. Ça n'a rien à voir. Richard Ferrand, c'est un ami du blond. Il est là depuis le début. C'est l'inspirateur d'En Marche. Merde, on va pas faire de la peine aux blonds. Mais on s'en branle des mutuelles de Bretagne. Qu'il ait favorisé sa copine, fait travailler son fils. C'est le confident du blond. C'est son ami d'enfance, son poteau, son copain. Ça fait 40 ans qu'ils se connaissent. Ils faisaient des concours de bite au lycée. On ne touche pas les amis du blond, merde. Bravo. C'est difficile hein, de le défendre. Là, il est indéfendable. Je me donne un mal de chien. Après sa mise en cause dans une affaire d'emploi fictif, Marielle de Sarnez reçoit un tweet de soutien de la part de François Bayrou, ministre de la Justice. Une initiative jugée inadaptée et maladroite par le syndicat de la magistrature. Oui, mais bon, François Bayrou, c'est grâce à lui que le blond a gagné la présidentielle. Sans ces 5%, le blond n'aurait jamais été élu. Il serait retourné jouer au tennis au Touquet. Alors même si François Bayrou est vieux, prétentieux et à moitié dingue, c'est le copain du blond. Le blond lui doit... On ne touche pas au blond. Nouvelle révélation sur le financement présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy par le colonel Kadhafi.
un employé affecté à la communication de l'ancien président affirme avoir reçu une grande partie de son salaire en espèces, des liasses de billets de 10, 20 et 50 euros entreposés dans une armoire. Nicolas Sarkozy a souhaité s'expliquer sur ces pratiques. Écoutez, je suis tout à fait d'accord pour moraliser la vie publique, que nos concitoyens retrouvent confiance dans leurs élus, mais je voudrais dire une chose. Que M. Macron nous laisse le temps de changer nos comportements. Est-ce que vous croyez que c'est facile, aux Républicains, en 15 jours, de déclarer tout le monde? De supprimer nos emplois fictifs? De vider nos armoires de liquide? De se débarrasser des valises? Qu'on nous laisse le temps, dit Verdissant. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait une demande de carte bleue de chéquier. La banque me réclame 8 jours, qu'on nous laisse le temps. Et je voudrais profiter de ce moment pour remercier M. Ferrand, qui, grâce à son comportement, renoue avec les traditions de la politique à la papa. Le temps jadis. Je suis sûr que M. Pasqua et M. Defer sont très émus de ce magnifique hommage qu'il leur est rendu. Vive la France-Afrique, vive la République et vive M. Ferrand. Merci. Merci. Merci, voilà. C'était Stéphane Dion. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr. Et on passe maintenant à notre TTO de la semaine. Cécile de Minibus, rebonsoir. TTO de la semaine parce que, ça y est, le jeudi 27 avril dernier, le site Planète FR a publié sur vous l'article que toutes les stars redoutent. Que devient Cécile de Minibus? Ouais. Ceci étant, que devient-elle? C'est mieux que qu'est-elle devenue? Ouais. Ce que devient-elle? Il y a encore une lueur d'espoir. Une envie, peut-être. Une envie, alors de me que revoir. qu'est-elle devenue? Là, c'est Peter et On s'en Sloan. fout, là. On s'en fout. C'est fait. Vous avez connu un gros succès de 2003 à 2008 sur TF1 avec la méthode Coé. Et c'est vrai qu'à l'époque, vous êtes devenu célèbre du jour au lendemain. Et ça continue à vous poser des problèmes aujourd'hui. Vous dites que depuis, vous sortez toujours maquillé, que vous n'allez plus à la plage, que vous n'allez même pas à la fête foraine avec votre nièce. Non. J'espère que tout le monde comprend. Eh oui. Vous dites c'est une prison dorée. Non, mais j'ai été beaucoup paparazzée pour rien. Et c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où je ne vais Il est là, l'enculé. Et c'est que le prénom. Et il y a plein d'endroits dans lesquels je vais plus parce que j'ai pas envie qu'on me prenne en photo et que j'ai envie d'être tranquille et que voilà, oui, c'est une prison dorée, oui. La méthode Coé s'est arrêtée. Bruce, je sais que vous avez beaucoup souffert aussi de cette nouvelle. En 2008, le drame. Alors, Cécile, le jour où vous apprenez la nouvelle, quand arrive l'heure du déjeuner, toute l'équipe part au restaurant, vous restez seul. À leur retour, ils sont ivres et en larmes. Coé est prostré dans son bureau. Et vous devez faire face à la tristesse des 40 membres de l'équipe de la méthode Coé. Certains sont à genoux devant vous et vous attrapent les jambes. Oui, j'en ai deux. C'est spectaculaire. C'est vrai qu'ils rentrent, ils sont ivres morts et on vient de leur annoncer la fin de l'émission et les gens pleurent. Et c'est vrai que j'avais jamais connu ça, surtout que ça reste de la télévision et je pensais pas que ça n'irait jusque-là. Les gens pensaient que derrière il ne se passerait plus rien, qu'ils avaient perdu une famille et c'était 7 ans, 24 heures sur 24. Donc forcément, pourquoi il pleurait pas quand il regardait l'émission? Enfin, c'est très difficile de rebondir parce que vous êtes marqué évidemment par la méthode Coé, donc c'est un peu compliqué. Là, vous faites une émission sur TF6, toujours avec Coé d'ailleurs, et c'est là que Rocco Siffredi tente de vous violer. Ouais. Enfin. On va regarder, on va en parler après. Ouais. Francis,
Cécile, oui, un mot? Non, ça va. Non, Cécile a besoin de temps pour se Je pense que Cécile, elle a eu 2 jours, c'est le en psy. recomposition. Et encore, c'était que la péricube que t'as eu. Hein. T'as Bah pas, oui, eu, je t'as n'ai- pas eu l'entrée plat dessert. Hein. Enfin, j'ai rien senti. Là, t'as eu que la péricube. Oh, arrête, Cécile. Mais t'es ouf! Cécile! Mais Cécile! Ah non, mais Cécile, il y a un moment donné! Cécile! Il y a un moment donné! Écoutez, monsieur Rocco! Cécile, non, monsieur Rocco, il y a un moment donné... Écoutez, ça n'est pas une barbe à papa que vous avez gagné à la fête foraine, monsieur Rocco! Monsieur Rocco, s'il vous plaît! Vous dites ce mec est une sous-merde en parlant de Rocco Siffredi. Ouais, parce que là, on est dans le cadre d'une émission, que c'est compliqué, que voilà, c'est difficile d'avoir une posture dans une émission de divertissement. J'aurais aimé lui mettre une claque à l'époque, mais j'ai pas osé pour plein de raisons. Et aujourd'hui, je le ferai, je pense. C'est une émission directe? Ouais, oui, c'est une émission directe. C'est une émission, oui. en fait, c'est une émission de radio filmée. Ouais. D'accord, donc c'est en direct. Mais c'est vrai que c'est un souvenir, c'est à regarder, c'est extrêmement pénible parce que on essaye de faire face et que on peut pas faire autrement. Qu'est-ce qui s'est passé dans les loges après? Dans les loges, il m'a attrapé, il m'a soulevé de terre, il m'a enfoncé sa langue dans la gorge et il fait 1m90 et je peux rien faire. Voilà. Bruce? Non, mais c'est vrai qu'il y a cette histoire avec ce tennisman là, à Roland Garros qui a fait la même chose. A voulu Voilà, attraper même cette chose. journaliste. Et c'est vrai que ça a fait scandale tout de suite. Là, à l'époque, Cécile n'a pas eu les mêmes soutiens que... Ah non Non, puis à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, donc il n'y a pas de solidarité qui se met en marche, et puis on est là, ça fait rire tout le monde, et je me sens souvent seule dans des situations comme ça, et je suis la seule fille de l'équipe, et pour ne pas passer ni pour une mégère, ni pour une emmerdeuse, et ben on se laisse emporter par l'humour, en disant, ok, on est sur le cadre de l'humour, mais c'est vrai que des années après, c'est extrêmement choquant. Est-ce que vous pensez que, par exemple, ce qui vient d'arriver à Cyril Hanouna... Est-ce que vous pensez que si ça avait été à la radio, finalement, ça serait très bien passé? Et c'est parce que c'est à la télé que ça a provoqué un tel Je pense scandale. que ça démultiplie. D'abord, je pense que le direct engendre beaucoup de conneries, ça c'est sûr, parce qu'on est dans une espèce d'impulsion et voilà, on avance et on se rend pas bien compte. Et je pense qu'effectivement, il y a des gags qui sont radiophoniques et d'autres qui sont télévisuels. Alors, votre famille, évidemment, est loin de Minibus. Ils n'ont pas du tout apprécié toutes ces histoires. Non. Assez peu, non. Ouais. Non, c'est vrai qu'on parlait plus de nous dans les colonnes du Figaro ou du Times qu'à la télé ou dans les magazines People. Mais le truc, c'est que c'est ce que je dis toujours aux gens. Je dis, quand on commence à faire de la télévision, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Ouais. Et c'est vrai que le succès de la méthode Coé était assez fulgurant. Ah oui. Coé est monté très très vite et en fait, on n'a pas le temps de nous prévenir, de nous expliquer comment ça fonctionne et ce que ça peut générer derrière. On démarre une carrière sans réseaux sociaux, sans rien. Et des années après, on se rend compte que finalement, tout existe quelque part et que tout ressort d'une manière ou d'une autre et que tout est exploité toujours d'une mauvaise manière. Mais c'est ça. Alors, sur les conseils de Véronique Genest, vous étiez en train de manger une tranche de jambon, toutes les deux. Vous vous lancez alors dans la comédie et vous jouez le bouffon du président avec Franck Delapersonne. Encore une casserole. Voilà, ouais, bah oui. Décidément. Non, mais c'est pas une casserole, mais... Ah bah si, ça c'est une casserole. Ouais. Voilà. C'est Lui, une très grosse il casserole. s'est engagé pour Marine Le Pen, c'est son droit. Mais surtout, vous dites, c'est la pire rencontre de ma vie. Oui. Il m'a fait vivre un enfer, ce mec. En fait, il a fait vivre un enfer à tout le monde, dans ses propos, dans sa façon de gérer les gens, dans l'humiliation constante et continuelle. Pas avec moi, parce que moi j'ai du caractère et qu'il n'a pas suffisamment de tempérament pour s'attaquer à des gens qui ont du caractère. Il a monté les uns contre les autres. Il a eu des propos au décès de ma sœur qui étaient juste insupportables. Oui. Alors, tous les soirs dans la pièce, vous annonciez, ça faisait partie du spectacle, que votre sœur se suicidait, mais c'était la pièce. Ouais. Sauf qu'un jour, votre sœur se suicide vraiment, en 2015. Là, il vous reproche de pleurer au moment des applaudissements, alors que quand même, bon, quand on vient de perdre sa Je venais sœur, de l'apprendre oui. 1 heure avant. Il vous dit non, t'as pas à pleurer, ça se fait pas, etc. Et puis surtout, quand vous prenez l'abbé de la Morandée pour s'occuper de l'enterrement de votre sœur, il vous dit, tu prends l'abbé de la Morandée pour avoir de la presse. Enfin, c'est quand même un petit esprit quand même. Hein. C'est ce qu'on appelle un sale type nourri de méchanceté, d'aigreur de la vie et qui ne passe son temps qu'à envoyer du négatif. Et
Il est aujourd'hui, et je ne suis pas forcément pas surprise de ce qui se passe dans sa carrière aujourd'hui, mais qui se nourrit du malheur des autres et qui ne renvoie rien de positif. Un peu comme le Front National. Absolument, exactement. Alors voilà, mais heureusement quand même... Il y a des choses positives dans ma vie. Ben, la preuve. Aujourd'hui, donc, vous préparez à monter sur scène avec Claire Jazz dans Molière, si tu nous regardes, titre trouvé bien évidemment dans Michel Drucker. Michel, si tu nous regardes. Le 13 juin à la Comédie de Paris. Alors le pitch, c'est assez drôle. Cécile de Ménibus, animatrice télé sur le déclin, décide de se lancer dans un one-woman show pour redevenir tête d'affiche et elle propose à l'humoriste Claire Jazz donc de lui concocter un spectacle sur mesure. Voilà, ça, c'est absolument. Et donc, je vais l'appeler pour lui proposer de m'écrire un spectacle. Au début, elle va refuser parce que je ne suis qu'une animatrice télé. Et lorsque je vais lui proposer un énorme chèque, elle va me trouver pleine de talents et beaucoup de dons. Et elle va décider d'arriver chez moi pour m'expliquer ce que c'est que le théâtre. Moi, je vais lui parler de la télé pour qu'elle m'écrive un spectacle. Et la particularité, c'est qu'interviennent dans leur vrai rôle des vrais gens de la télé. Ah oui, de nombreuses personnalités participent de manière interactive à travers des écrans géants implantés dans le décor. Et Stéphane Bern, Michel Drucker, Laurence Boccolini, Jean-Marc Générez et moi. Et vous. Donc voilà. Un jour, je vais voir un match de foot. Au PSG. Voilà. Je vais voir les matchs de foot aussi, moins souvent que vous, mon cher ami. Et donc, Cécile me dit, Thierry, est-ce que ça te plairait? Elle me raconte le truc. Moi, je dis oui, ça me fait marrer, donc on l'a fait, et voilà. Et donc, je serai sur scène tous les soirs. On regarde. Molière, si tu nous regardes. Je vous présente Cécile de Ménibus, qui est donc venue en vélo. Ménibus. Je vous présente Claire Jazz, qui est ma plus belle rencontre depuis 10 minutes. Le thème du spectacle, c'est Cécile de Ménibus qui est à la traîne. Elle est sur le déclin et elle veut faire comme ses pairs du one-woman show. Et donc, elle décide d'engager un nègre. Ah, c'est moi. Et tout le milieu lui lâche, et là, c'est la descente aux enfers d'une comédienne et d'une animatrice télé qui essaye de tout faire pour que ça se passe bien, et ça se passe pas très bien. Voilà. Mais ça reste avec beaucoup d'humour, de légèreté, d'autodérision et de tempéraments différents, de physique différent, de manière de parler différente. Pourquoi quand je ris, je pleure? Tu peux répondre à cette question, toi? Parce que tu as certainement, en riant, te tirer un poil de qui te fait pleurer. Voilà. Alors, parallèlement à cette pièce que nous irons voir à la Comédie de Paris à partir du 13 juin, vous avez repris vos études? Absolument. Vous faites un master à Sciences Po de communication politique et numérique. Absolument. J'avais pas mon bac et j'avais une grande sœur qui a fait concours d'entrée de Sciences Po Elena et je me suis dit bon ben voilà et pendant des années et des années je me suis dit un jour je reprendrai mes études et en fait c'est eux qui sont venus me chercher en me disant voilà votre profil nous intéresse parce que vous avez un parcours extrêmement atypique et comme je suis spécialisée en réseaux sociaux ça permettait de faire un échange d'expériences avec des gens. C'est super. Ah non c'est canon. Le problème c'est qu'après Coé pour changer d'image il faudra faire au moins Polytechnique plus l'ENA. Hein. Mais c'est pas grave, j'ai encore du temps. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir, avec Christian, Maï, Bruce, ouais, Cécile 2, Pascal. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h. D'ici là, sur c8.fr pour revoir l'émission. Salut les gars. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.